On va reprendre le fil de nos échanges. Et donc après un petit moment passé à discuter de ce que sont les puits, on va maintenant passer un petit moment à discuter de la façon dont on peut ou pas les gérer. Alors pour cette table ronde, totalement non paritaire, m'a-t-on fait remarquer, enfin, on compensera pour les autres fois. J'ai le plaisir d'accueillir de ma gauche vers ma droite Catherine Chabot, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent probablement pour ses exploits nautiques, mais qui a été invitée ici au titre de sa casquette actuelle, puisqu'elle est députée européenne, pour encore quelques mois au moins, dans le groupe Renew Europe, et elle a été à ce titre rapporteuse d'un avis sur les océans et d'un avis sur les matériaux biosourcés. Et donc, elle est particulièrement active au sein du Parlement européen dans les commissions du développement, de l'environnement et de la pêche. Ensuite, à sa gauche, je vais essayer de ne pas répéter ce que je viens de dire, Christine Deleuze, qui est directrice du projet Stratégie Carbone de l'ONF, qu'elle a rejoint, sauf erreur de ma part, en 2022, dit l'affiche, bon, ça va, l'affiche est à jour, pour animer sans grande surprise le projet de stratégie carbone de l'ONF. Et alors je vais en profiter pour faire tout de suite une déclaration d'intérêt. Il se trouve que nous avons un lien commercial, les deux, puisque Carbone 4 a restitué il n'y a pas très longtemps un très gros travail qui a été fait pour le compte de France Bois Forêt. Et en face de nous, il y avait notamment Christine Deleuze, dans les gens qui étaient chargés de nous aiguiller et de vérifier qu'on ne racontait pas trop de bêtises. Voilà, donc je précise ça tout de suite pour éviter tout malentendu. Et enfin, encore à sa gauche, Clotilde Tronquet, qui travaille chez I4C, qui vient de commettre incidemment, il y a 2 jours, je crois, un rapport sur les investissements climat en Europe. C'était bien il y a 2 jours, hein, voilà. Hier, voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a invité, et qui, au sein d'I4C, anime le club Climat, Agriculture et Alimentation, et le club Climat, Forêt et Bois. Voilà. Alors, on va commencer précisément par parler de forêt. On va suivre l'ordre des présentations scientifiques, on va dire. Et donc, la première question va être, ou la première série de questions va être pour Christine Deleuze. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de réserver à peu près 3/4 d'heure aux questions pour les intervenantes. Et ensuite, on aura une demi-heure pour les questions de la salle, si on y arrive. Et donc la première question que j'avais pour Christine Deleuze, c'est est-ce qu'on est capable de dater le moment où la question puits de carbone est devenue une préoccupation pour la gestion forestière, parce que historiquement, c'est quand même pas pour faire un puits de carbone qu'on a planté des forêts, hein, c'était pour faire des mâts de bateaux et de la résine de pin. Donc est-ce qu'on peut dater de quand ça date et comment est-ce que cette préoccupation est arrivée ? Ça marche là ? Ouais, et ça fait du l'écho nouveau. Oui, alors juste pour préciser, l'Office national des forêts, ONF, c'est l'organisme qui s'occupe de la gestion des forêts publiques. Donc c'est 25% à peu près des forêts sur le territoire de métropole et puis aussi la forêt guyanaise. Donc par rapport à cette question, je pense qu'en fait Philippe Sier nous a donné la réponse quelque part déjà, puisqu'il nous a parlé du Green Deal, hein, qui est apparu au niveau de l'Europe en 2019. Il était déjà un petit peu présent en France à la suite de la COP 21, puisqu'en 2017, Nicolas Hulot avait déjà annoncé la volonté d'aller à la neutralité carbone à 2050. Et donc à partir du moment où on a parlé de neutralité, on ne s'est plus intéressé uniquement à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais on s'est intéressé aussi à l'équilibre à la fin, le bouclage en 2050. Et le bouclage, c'était merveilleux à cette date-là, parce qu'on avait le puits forestier qui était au maximum. C'était le moment où on avait à peu près 13% par l'accroissement du stock forestier, on avait à peu près un puits forestier de 13% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'était magnifique et on avait une projection qui nous disait « Oh, ça va encore s'améliorer ». Donc ça, je pense que la date d'interrogation là-dessus, c'est 2019. En revanche, c'est très intéressant de regarder les données plus anciennes sur le puits forestier, où on voit qu'effectivement, on a déjà eu des chocs sur ce puits.
Et ces chocs, en fait, c'est par exemple les tempêtes qu'on a eues. Vous connaissez tous la tempête Lothar-Martin en 99, la tempête 2009 Klaus dans le sud-ouest. Et en fait, quand on regarde les données de cette époque, on voit qu'on a eu des chocs monstrueux sur les puits forestiers. Les chocs principaux, c'était la tempête qui faisait tomber plein d'arbres d'un coup. Et les puits les forêts dans certaines régions sont devenues des sources de carbone bien plus qu'elles ne l'ont été l'année dernière. Ça a fait les gorges chaudes des médias l'année dernière, mais c'était sans commune mesure en 99 et en 2009. Donc ça montre bien que cette interrogation, elle est vraiment très récente. Et quelque part, ce que je voudrais dire pour terminer là-dessus, c'est le fait que, en fait, la grosse difficulté quand on raisonne puits, c'est qu'en fait, on raisonne sur une augmentation du stock. Et ça, en fait, on a l'impression que... puits, c'est un terme qui est très mal choisi parce qu'on imagine que c'est un trou. Pardon, j'ai une précision technique, parce que Je l'acoustique de la salle n'est pas... L'acoustique, c'est ça, il faut coller le micro sur le menton, parce que l'acoustique de la salle est... J'ai une petite voix. Ça va mieux comme ça ? Vous entendez mieux ? Je suis désolée. Ouais, excusez-moi. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le puits, c'est un terme très mal choisi parce que ça donne l'image d'un trou sans fond. Donc c'est magnifique, hein, ça vient dire le dioxyde, pouf, il se perd, c'est magnifique. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Le puits forestier, ce qu'on appelle le puits forestier, c'est le fait que la forêt continue à stocker. Et quand on dit que le puits s'effondre, c'est juste qu'elle stocke plus lentement. Donc ça veut dire qu'elle stocke encore. C'est quand même magnifique comme information. Donc ça, je pense que, en fait, on réalise aujourd'hui qu'en 2017-2019, on avait l'idée d'un puits magique et qu'aujourd'hui, on constate que les forêts ont un rôle essentiel à jouer, mais que ce n'est pas uniquement en étant un puits. C'est trop long. Si, ça devrait marcher quand même. La question d'après, c'est depuis que cette affaire de puits est devenue une préoccupation, est-ce qu'on a vu apparaître des éléments de gestion forestière ou de politique publique qui sont destinés à l'encourager ? Si oui, lesquels ? Et sinon, est-ce que vous avez des idées de choses qui pourraient être faites en ce sens ? Parce que j'imagine que les propriétaires forestiers, ils raisonnent comme énormément de gens. S'ils ne sont pas rémunérés pour quelque chose qui intéresse la collectivité ou qui les intéresse eux-mêmes, ils ont moins envie de faire que s'ils sont payés, incités, obligés, etc. Donc est-ce qu'on peut avoir une petite idée du paysage réglementaire et éventuellement économique qui encourage ça ? Alors, le truc le plus marquant dans le paysage, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a un effondrement, ce que j'ai dit, le ralentissement du stockage, c'est surtout le changement climatique. Donc le changement climatique, ça fait qu'on perd des surfaces entières. Donc on a parlé, vous en avez tous entendu parler, là, des incendies au Canada. Au Canada, quand ils ont eu ces incendies en 2023, ils ont émis autant par les incendies forestiers que tout le reste du pays. C'est monstrueux. En France, on a eu en 2022 72 000 hectares qui sont partis en fumée. Donc ça, c'est ce qu'il y a de pire, hein, parce que non seulement on perd le stock, mais en plus, ça va directement dans l'atmosphère. On a eu 670 000 hectares perdus par dépérissement en 5 ans. Et c'est ces facteurs-là qui expliquent le plus la chute du puits. Donc aujourd'hui, l'effet majeur en termes d'aide pour le puits, c'est d'adapter les forêts, en particulier les reconstituer avec des essences plus résilientes pour demain. Alors le problème, c'est que la forêt, c'est un temps long. Donc tous ces efforts-là, et en particulier le plan de relance France 2030, c'est des choses qui vont donner des effets que dans 30-40 ans, le temps que ça se reconstitue, mais c'est essentiel pour reconstituer la pompe à carbone demain. Et ça, aujourd'hui, vous estimez que le dispositif permettant d'y arriver, il est à la hauteur, c'est-à-dire on a les bonnes espèces, on a suffisamment de gens pour faire les plantations, on a suffisamment de propriétaires qui accueillent ces plantations, etc., ou on n'y est pas du tout, et à ce moment, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça s'améliore ? Alors, il y a énormément... Un tout petit complément. Est-ce que vous avez de la visibilité sur ce qui se passe dans les autres pays européens à ce titre, puisque tout à l'heure, Philippe a fait un panorama un peu européen. J'ai appris que la forêt finlandaise était devenue une source de carbone, par exemple, que je ne savais pas.
Voilà, donc est-ce que c'est possible de faire un tout petit parangonnage aussi, comme on dit? Parangonnage, je suis peut-être pas la plus compétente, mais c'est vrai que la forêt finlandaise a été très fortement émettrice. C'est juste parce qu'elle a subi beaucoup plus encore que nous en France le dépérissement de l'épicéa. Nous en France, on a 136 essences, donc voilà, ça permet quand même une meilleure résilience. En tout cas, c'est vrai que les pays européens, ils ont quand même tous le même souci que nous d'un effondrement du puits. Ça, c'est général. Ça, il n'y a pas photo. Et le Green Deal qui donne des objectifs pour tous les puits de tous les pays, il n'y a pas un pays qui va être à la hauteur. Par contre, par rapport à ce qu'a dit Philippe Sier, j'en profite sur ce sujet-là, il n'y a pas de déforestation en fait dans nos pays européens. C'est un terme qui est dévoyé là, mais je voudrais remettre les choses là-dessus au point parce qu'il n'y a pas de déforestation. En France en particulier, la forêt elle est protégée par le code forestier. Et donc, toute forêt de plus de 25 hectares privée a un plan simple de gestion qui lui demande une gestion durable. Toute coupe est soumise à acceptation. Enfin, il y a vraiment une surveillance. Donc, je n'ai pas aimé ce terme parce que quand il y a une coupe en forêt, c'est derrière, il y a une obligation de reconstituer un peuplement. Ce n'est pas de la déforestation. La déforestation, c'est quand, dans les pays, par exemple d'Amérique du Sud, on coupe pour aller mettre du soja. Il faut faire la distinction quand même. Alors après, par rapport à la première question là, de est-ce que c'est suffisant, on est en train de monter en puissance. On va pas, voilà, et c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits aussi sur toute la filière graines et plants. Parce qu'il y a vraiment un besoin de diversifier nos solutions et en particulier diversifier les peuplements et avoir des essences qui soient plus résilientes. Alors, ça passe par les essences qu'on a déjà en France pour diversifier les ressources génétiques. Par exemple, on va avoir des provenances du sud qu'on va remonter au nord parce qu'elles ont l'habitude de climats plus chauds et secs. Ça va par la remontée d'essences et puis aussi par le test d'autres essences. Mais là, c'est un gros travail de R&D et c'est en train de monter en puissance. Bon, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui ça soit à la hauteur, mais il y a les éléments financiers qui ont quand même été mis sur la table pour y arriver, mais il faudra quelques années. D'accord. Dernière question pour ce premier tour de table. Comment est-ce qu'aujourd'hui on envisage la gestion du conflit d'objectifs qu'il pourrait y avoir entre le puits forestier et la préservation de la biodiversité ? Parce que j'ai cru comprendre que l'objectif biodiversité pouvait éventuellement conduire à court terme laisser en place des arbres dont on sait que le changement climatique les condamne, éventuellement que ça limite les travaux à certaines saisons alors qu'il faudrait pouvoir les accélérer, etc. Comment est-ce qu'on gère ces conflits d'objectifs ? Oui, alors il y a deux questions différentes là derrière dans la conciliation. Il y a une question autour du bois mort qui est très importante pour la biodiversité, et puis après une question sur les réglementations qui est un peu le même problème qu'évoquent les agriculteurs en ce moment, où effectivement on a des fenêtres de tir pour intervenir qui deviennent très courtes et qui rendent souvent les travaux en forêt difficiles. Voilà, on a une période très courte pour intervenir. Mais pour la première question, qui est peut-être la plus marquante pour préserver la biodiversité en forêt, pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité. C'est-à-dire qu'en fait, en particulier en forêt publique, je pense qu'on le montre parce qu'on a 25% des surfaces, on produit 40% des feuillages, donc on a quand même une forêt productive, on ne va pas se mentir, mais en même temps, on accueille une grande partie des... Voilà, les forêts publiques. On a donc une grande partie des forêts de protection et en fait ce qui est important c'est la répartition dans une forêt ou à l'échelle du paysage. Ce qui est important pour la biodiversité, c'est d'avoir des relais, des zones de vieux bois, des arbres qu'on appelle des dendro-microhabitats qui vont accueillir la biodiversité. Donc on a des instructions qui nous guident pour en mettre un certain nombre, pour réfléchir à la connectivité de ces îlots de bois morts. Et en fait, c'est ça qui va faire la biodiversité. Mais après, on peut gérer le reste de la forêt. Donc je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Par contre, ça veut vraiment dire qu'il faut effectivement réfléchir cette question-là à l'échelle de la forêt. Okay. Merci.
en 2 minutes, si c'est possible, le stockage du carbone dans les produits bois, dont on a parlé tout à l'heure, et dont il a été dit que c'était globalement, les enjeux étaient 10 fois, enfin un ordre de grandeur en dessous, on va dire, du stockage de carbone dans ça, c'est quelque chose qui est également qui peut devenir un objectif de gestion de la filière. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui fabriquent des objets en bois peuvent se dire ça fait partie de mon job maintenant d'augmenter le stock de carbone, ou est-ce que c'est pas quelque chose qu'on va réussir à mettre en place comme un objectif en tant que tel, parce qu'encore une fois, personne ne sera payé pour ça. Alors, pour le coup, c'est l'étude Carbone 4 qui répond beaucoup à cette question. Enfin, ça a beaucoup éclairé la chose. Merci Jean-Marc. Alors, l'ordre de grandeur, dans cette étude en particulier, il y a un scénario de convergence qui est abordé. Et pour le coup, on arrive à des ordres de grandeur, on va dire, équivalents entre, d'un côté, en moyenne, le puits forestier, autour de 12 millions de tonnes de CO2 par an, et de l'autre côté, le puits produit bois, en cumul, augmentation du stock produit bois et substitution. Uniquement pour la vraie substitution, c'est-à-dire des améliorations, pas par rapport à ce qui se fait aujourd'hui déjà, mais ce qu'on pourrait faire en plus. Donc c'est la vraie substitution. Et on est dans le même ordre de grandeur. On a 10 et 3 d'un côté, 12 de l'autre. Donc c'est même à l'avantage du produit bois. Donc quelque part, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, parce que de toute façon, le puits forestier, même dans des scénarios où on ne fait plus rien, où on récolte moins ou autant, de toute façon, le puits forestier, il va être attaqué par les changements climatiques, les dépérissements, les crises, et de toute façon, il va baisser. Donc quelque part, le puits produit bois, il faut vraiment y aller. Et ce n'est pas uniquement une histoire de moyens, c'est aussi une histoire de société, c'est-à-dire que tout le monde apprécie d'avoir du bois dans son environnement, mais il faut en mettre plus. Et puis il faut arrêter de le jeter, le mettre en déchetterie, il faut le recycler, ou alors garder plus longtemps, ou alors le réutiliser. On va revoir des antiquaires en France. Je pense qu'il y a un énorme enjeu de garder ce stock de carbone dans notre environnement. Merci. Allez, on va faire un petit détour par l'élément liquide maintenant, avant de revenir à la Terre. Donc, une première question pour Catherine Chabot. Voilà, ouais, il faut que je m'éloigne un peu. Si. La première question, c'est pareil, est-ce que depuis qu'on a établi le fait que les océans étaient un puits de carbone, on voit apparaître dans certaines politiques publiques l'idée de piloter ça d'une certaine manière, c'est-à-dire d'intégrer le puits océanique à la gestion globale de la question de l'impact humain. Et est-ce que, par exemple, au niveau européen, il y a des gens qui ont imaginé intégrer, alors la ZEE, on va dire, la zone économique exclusive, océanique, qui est sous contrôle des côtes européennes, ce qui fait quand même pas mal de mer dans le monde, d'en faire quelque chose au niveau des puits. Voilà, est-ce qu'il y a des discussions là-dessus ? Un grand merci pour cette question. C'est vrai que c'est un peu désagréable, cet écho. Merci Jean-Marc aussi pour l'invitation. Je corrige juste une petite chose dans la présentation, parce que les 2 rapports dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est ceux que j'ai commis il y a 10 ans, quand j'étais au Conseil économique, social et environnemental. Mais c'est vrai que j'ai fini, moi, la navigatrice, par prendre une casquette... Non, c'est parce que j'avais mis le... Faut pas vous éloigner comme ça. J'ai fini par prendre cette... monter au niveau européen et m'engager en politique, parce qu'on a bien compris tout à l'heure avec Marina Lévy l'importance de l'océan dans le grand équilibre du climat. On sait aujourd'hui que l'océan, c'est la solution, on le sait depuis déjà pas mal d'années, mais c'est totalement absent du radar, ça émerge. Alors moi, j'ai fait partie des cofondateurs en 2014 de la plateforme Océan et Climat, qui avait réussi à faire entrer le mot océan dans le préambule de l'accord de Paris. C'est même pas océan, c'est écosystème marin, côtier, etc. C'était une grande victoire. Donc, à l'époque, il y avait un
un sénateur français qui participait, enfin qui suivait ces COP et qui me disait mais non, l'océan n'a aucun rapport avec la COP. Enfin, les COP n'intéressent pas l'océan parce que les COP, ce sont des négociations économiques. Et donc l'océan, ça n'a rien à faire là. Alors j'ai essayé de lui expliquer qu'il y avait quand même un modèle économique possible. Bref. Depuis, on a progressé à l'échelle globale, puisque vous pourrez retrouver dans la déclaration finale de la COP28 à Dubaï cette année, il y a plusieurs paragraphes consacrés aux solutions basées sur l'océan. C'est vrai que tout ce qui est solutions basées sur la nature, ça a progressé ces dernières années. La partie terrestre est véritablement la plus traitée. La partie océanique émerge. Et pour l'instant... Alors, en France, on est un petit peu en avance dans la compréhension de ces sujets. Et quand je suis arrivée, donc vous l'avez bien dit tout à l'heure, la feuille de route de l'Union européenne, c'est le Green Deal. Déjà, ça commence bien, c'est green. Donc ça fait, dans ce qui nous a été proposé, les écosystèmes marins et côtiers sont à peine évoqués. Et moi, c'est vrai que c'est mon cheval de bataille depuis 5 ans, et pour 2 mois encore, puisque notre dernière plénière est fin avril, d'essayer de faire rentrer ce qu'on appelle le carbone bleu. C'est une partie, la partie terrestre de ce que Marina Lévy nous présentait tout à l'heure, avec les trois écosystèmes majeurs, les mangroves, les herbiers et tout ce qui est marais salés, dans la législation climatique. Et je peux vous dire qu'au début, quand j'en parlais, mon collègue Pascal Canfin, qui préside la commission environnement, il m'a dit c'est quoi ton carbone bleu? Donc j'ai monté un groupe de travail avec des scientifiques et puis la plateforme Océan et Climat, et on voit bien qu'à l'échelle européenne, l'identification de ces écosystèmes, le mapping, enfin la cartographie de ces écosystèmes, leur capacité d'absorption, leur capacité aussi émettrice d'oxygène, voire leur incapacité d'absorption en cas de dégradation, etc. Tous ces éléments, ils nous manquent. On ne les a pas. Donc déjà, pour avoir une législation, il faut déjà comprendre en fait comment ils fonctionnent. En plus, on a des politiques publiques qui sont éminemment terrestres et très Europe continentale, c'est-à-dire que la dimension, ce qu'on appelle ultra-périphérique, qu'on dirait d'outre-mer française, on ne l'a pas vraiment, enfin on la prend, mais on n'a pas forcément cette bonne dimension. Et on oublie aussi de dire que l'Union européenne, dans sa politique extérieure, travaille beaucoup. Moi, dans commission développement, j'ai essayé de faire monter le niveau de la mer dans cette commission qui ne s'intéressait absolument pas à la mer. Eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit que la mangrove, qui est probablement l'écosystème, on dit, le plus productif en termes de séquestration, c'est pas tellement dans l'Europe continentale, c'est même pas du tout dans l'Europe continentale, mais en revanche, c'est très présent ailleurs. Donc, pour conclure là-dessus... Pourquoi ça fonctionne ? Juste pour fixer les idées, est-ce qu'on peut avoir une idée du domaine non continental, on va dire, qui est détenu par d'autres pays que la France ? Alors, on sait que la France a un domaine maritime très important, notamment à cause de ses outre-mer. Est-ce qu'on a des pays qui nous ressemblent ailleurs en Europe, de ce point de vue ? Oui, alors, l'Europe, la partie terrestre, c'est à peu près 4,5 millions. J'espère que mes chiffres sont ils sont approximatifs de terre. Et l'Europe maritime, c'est le premier espace maritime, si on additionne les zones économiques exclusives des 27, c'est à peu près 19 millions de kilomètres carrés. On a pas mal perdu en perdant les Britanniques, mais on a encore le Portugal, qui est un véritable pays maritime. On a l'Irlande, bien évidemment, l'Italie, l'Espagne. Tous les pays, en fait, la quasi-totalité des 27 ont une façade maritime, mais tous les pays, même les pays qui n'ont pas de façade maritime, sont connectés à l'océan, parce que c'est la moitié de l'oxygène qu'ils respirent, parce que leurs émissions, quand on va décarboner à terre, ça va avoir aussi un bénéfice, comme nous l'a bien expliqué aussi Marina, ça va avoir un bénéfice parce qu'on a un problème de saturation de l'océan, de réchauffement, d'acidification, etc. Donc l'action, tout ce qu'on va créer comme cadre législatif pour la terre va avoir aussi un bénéfice pour la mer. Alors, mes 5 années, je les ai passées à essayer d'amender tous les textes,
à commencer par, il y en a un qui vient d'être vraiment adopté in fine dans les négociations entre les 3 grandes institutions, qui s'appelle le Sustainable Carbon Farming. C'est en fait justement ça, comment on arrive à séquestrer et à créer le mécanisme financier qui fait que les agriculteurs et les forestiers vont pouvoir finalement être rémunérés pour la séquestration. J'ai réussi à faire rentrer le mot coastal, côtière. Donc on a, sur un autre texte, le LULUCF qui était évoqué par Monsieur Pellerin tout à l'heure, j'ai réussi, je disais à mon collègue qui travaillait sur le texte, qui était rapporteur, parce que le LULUCF, c'est un texte législatif qui s'intéresse au land use, et land use, le F, je ne sais plus ce que c'est, and forestry. Voilà, et je lui ai expliqué que il y a aussi un territoire maritime et pas qu'un territoire terrestre. Il me disait, mais la terre, ça s'arrête à la côte. Ben non, je lui ai dit, il y a aussi des forêts, entre guillemets, marines, etc. Et donc, on a réussi là encore, mais donc c'est un petit travail de fourmi. On est en train de préparer pour la prochaine mandature, où je ne serai pas, donc je travaille beaucoup parce que je ne me représente pas, j'essaie de travailler à un pacte bleu pour qu'on ait, à la suite du Green Deal, quelque chose de beaucoup plus structuré sur toute la stratégie, parce que je m'intéresse globalement à tous les enjeux maritimes à l'échelle européenne. Et quand on parle de décarbonation et de solutions basées sur l'océan, il y a aussi tout ce qui est décarbonation du transport maritime. Ça, c'est un autre gros sujet sur lequel je me suis investie. Mais ça, c'est pas un puits. Ça n'est pas un puits. Oui, mais le transport maritime a un impact aussi sur la biodiversité et donc sur la capacité de capter. Parce qu'on pense tout de suite transport maritime, réduction des émissions, donc carburant alternatif. Et moi, j'essaie de travailler sur le fait qu'il faut aussi faire attention à l'impact sur les écosystèmes, y compris, mais ça, il y a des solutions. Le transport maritime se prend un peu par la main pour éviter les collisions avec les cétacés. Les baleines font partie, c'est des puits de carbone, hein, les baleines, paraît-il, etc. Mais voilà, c'est un énorme sujet et il y a une vraie question. Ça dépend si on inclut les émissions des touristes pour aller les voir. Ça, c'est un autre sujet. Il y a par exemple une résolution que moi j'ai fait voter il y a 15 jours, suite à la décision de la Norvège d'aller exploiter ses ressources minérales profondes. Et c'est un peu une question que j'aurais aussi pour Marina Lévy. C'est que l'exploitation, moi j'ai fait voter, on a rappelé le moratoire que l'Union européenne a déjà voté à plusieurs reprises pour éviter pour ne pas toucher aux écosystèmes marins profonds, tant qu'on ne sait pas quel impact l'exploitation pourrait avoir sur ces écosystèmes. Et moi, je pense qu'il y a aussi un impact, si on touche aux écosystèmes, on touche aussi les fonds de l'océan, ce sont aussi des puits de carbone, me semble-t-il. Donc pour répondre à la question, on n'y est pas du tout. On amorce. Il y a d'autres pays ailleurs à travers le monde qui ont bien compris, comme tous les pays de la ceinture tropicale, comme le Costa Rica, ont bien compris que leur mangrove était une véritable richesse. On essaie de le faire comprendre aussi aux pays africains. Moi, j'ai fait plusieurs déplacements dans les mangroves, notamment du Sénégal. Parce que il se trouve que dans ces mangroves vivent des populations qui vivent de la ressource. J'ai participé de manière symbolique à replanter de la mangrove avec les populations locales. Les pêcheurs vivent du poisson qui naît, qui se reproduit dans ces mangroves, et en même temps, et les femmes cultivent des huîtres. Donc il y a une véritable économie locale, et on voit bien qu'on pourrait arriver à financer. Il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place, mais pour l'instant pas en Europe, pour créer un mécanisme financier qui fait en sorte qu'on restaure ces écosystèmes dégradés, on replante. Ça permet aux populations locales de vivre, et du coup, comme il y a un mécanisme carbone qui peut se mettre en place et qui pourrait se mettre en place avec le Sustainable Carbon Farming et à l'échelle globale. Mais ça, c'est pas encore gagné. Merci. Bon, il y aura probablement des questions sur les points de détail. Autre question qui est la même que celle que pour Christine Deleuze. Si on augmente la quantité de carbone dans l'océan, en particulier de carbone minéral, on augmente son acidité,
son acidité, oui, ce qui n'est pas terrible pour la biodiversité. Comment est-ce qu'il y a des réflexions sur la façon dont on est capable d'arbitrer entre les deux, pour autant qu'on soit capable de gérer le puits de carbone non organique? Oui, alors ce fameux, ce qu'on appelle le nexus climat-biodiversité, ça va de pair. Et d'ailleurs, hier encore, j'étais invitée par l'université de Bergen en Norvège, justement à introduire une conférence qui était de la science et diplomatie de l'océan. Et en fin de compte, on se rend compte que la vraie problématique qu'on a, c'est la mise en silo des sujets. C'est-à-dire que soit on a une vision très climat de l'océan, soit on a une vision très biodive, mais en fait la réalité c'est qu'elles sont totalement liées. Alors aujourd'hui on l'a compris, et du reste même à l'échelle internationale, il y a une réflexion que je me suis faite moi ces derniers mois, ce qui est un peu fou, c'est qu'en fin de compte, pour les plus vieux d'entre nous, le sommet de la Terre à Rio 92 a finalement accouché de toutes ces conventions, climat, biodiversité, de lutte contre la désertification, etc., etc. Et on a séparé ces mécanismes. Et aujourd'hui, on court après un rapprochement de ces mécanismes. Et à l'échelle européenne, moi je travaille beaucoup sur la vision intégrée, écosystémique de tous ces sujets. On a une mission océan qui a été pilotée par un ancien commissaire, Pascal Lamy, qui a une approche hydrosphère, grand cycle de l'eau. C'est-à-dire que si on veut traiter certains sujets océaniques, il faut mettre en relation les politiques publiques terrestres et les politiques publiques marines. Je pense par exemple à la directive cadre sur l'eau. Jusqu'à présent, elle ne tenait pas compte elle n'était pas du tout reliée à la directive cadre sur la stratégie milieu marin. Stratégie milieu marin, on était censé retrouver la bonne santé des écosystèmes marins et côtiers en 2020. Autant dire qu'on ne l'a pas fait parce que à terre, on n'a pas relié tout ça. En fait, cette problématique d'intégration, c'est-à-dire de vision transversale, c'est vraiment un de mes principaux sujets à l'échelle européenne, parce qu'on a une politique maritime intégrée, mais en fait, on n'intègre rien du tout, y compris les sujets de pêche. Aujourd'hui, on demande à nos pêcheurs de pratiquer une pêche plus responsable. On leur demande aussi, moi je pousse pour que, comme le suggère la Commission européenne, qu'on arrête le chalut de fond dans les aires marines protégées. Les scientifiques sont unanimes pour dire que ça devrait commencer par là. Mais en même temps, il faut qu'on montre aussi aux pêcheurs qu'on va réduire les pollutions qui vont de la terre à la mer, réduire les pesticides, ça en fait partie. Traiter, on a des bombes à retardement sur tout le littoral. On l'a vu encore cet hiver. Les stations d'épuration n'ont pas été entretenues. Elles commencent à déborder. Avec l'élévation du niveau de la mer, on a un vrai problème de pollution marine des rivières, avec un impact sur les ostréiculteurs et sur la santé, etc., etc., et aussi sur le tourisme, qui est une ressource économique aussi pour les populations côtières. Et on a, ce lien est à mon avis essentiel. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, enfin, tout est dans tout, on est d'accord. Il n'y a pas que sur ce sujet-là que le problème, qu'on a des problèmes de non-transversalité des politiques publiques. En fait, on cherche plutôt, mais ça c'est le fouet de l'histoire, les domaines dans lesquels il y en a. Je regarde bien. Oui, mais c'est vrai. Mais en tous les cas, moi qui m'intéresse à ces sujets d'océan, regardez, c'est quand même un peu fou. Monsieur, il est plus là, Monsieur Pellin. Il a fait une présentation. Vous êtes là. Et en fait, moi, je vois ça en permanence au Parlement européen. Vous nous avez parlé des capacités en France de la captation de carbone. Mais la France, elle est aussi ultramarine. On a effectivement tous nos outre-mer. Et on a 97% de notre espace maritime qui est en Polynésie. Et c'est vrai que cette appréhension, cette compréhension du fait qu'on n'est pas que des terriens, on est aussi 71% de la planète, c'est de la mer. Il faut encore travailler pour le faire comprendre, mais on est nombreux, on est de plus en plus nombreux aujourd'hui à travailler sur le sujet. Alors, on va transitoirement requitter la mer pour repasser à la terre.
Et je vais commencer sur la partie agricole, sol, avec la même question pour la forêt. Est-ce qu'on peut dater le moment où on a commencé à s'intéresser à la séquestration du carbone par les sols ? Historiquement, à quel moment est-ce que c'est apparu, cette préoccupation ? Alors, c'est un prisme peut-être très franco-français, mais je dirais que les deux grandes études INRAE dont Sylvain Pellerin a parlé, donc 2013, on a une première évaluation des potentiels de stockage dans les sols agricoles en France, avec un certain nombre de mesures qui sont déjà dimensionnées. 2019, on revient sur certains de ces potentiels de stockage. Par exemple, on se rend compte qu'effectivement, finalement, sur le non-labour ne permet pas le stockage additionnel qu'on imaginait, etc. Mais oui, je pense que c'est, en tout cas en France, c'est ces deux études majeures qui ont permis de nous rendre compte du potentiel additionnel de stockage dans les sols agricoles. Et ça, c'est quelque chose qui est resté, selon vous, j'ai envie de dire, confiné au milieu de la recherche, ou ça commence à intéresser une fraction significative des agriculteurs eux-mêmes ? Dans le sens où renforcer le carbone stocké dans les sols renforce aussi la résilience des systèmes. Ça les intéresse effectivement d'avoir davantage de retour au sol, de matière organique, etc. Par contre, il y a une autre dimension au problème, parce que là, on a parlé beaucoup de stockage additionnel dans les sols et les différents leviers qui ont été mentionnés. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le puits agricole en France, c'est pas un puits, pas un puits négatif, c'est un puits émetteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur des terres, en termes de carbone en France, il émet, et c'est essentiellement dû à la conversion de l'utilisation des terres. Ça va être principalement des prairies qu'on va retourner pour en faire des cultures, des haies qu'on va arracher et des terres agricoles qu'on va transformer, qu'on va artificialiser. Donc quand on parle de ces différents leviers qu'on les dimensionne, il faut bien voir que la première chose dont il faut s'occuper, et là c'est pas seulement les agriculteurs mais les politiques principalement, c'est comment est-ce qu'on maintient ce stock et quelles incitations on met, il en existe déjà, pour maintenir le stock existant. Nous, on avait publié à I4CE il y a 2 ans une étude sur justement le réalisme des différents leviers qui étaient utilisés sur le stockage carbone dans la SNBC2. Et pour ce qui est du secteur agricole, les principaux leviers, c'est du maintien. C'est laisser le stock actuel qu'il y a dans les prairies, des haies dans les haies, et en général de toutes les terres agricoles ailleurs que pour en faire, pour les artificialiser. Sauf erreur de ma part, le retournement des prairies, c'est quand l'élevage diminue ? Alors, est-ce que là, on n'a pas un premier conflit d'objectifs entre la baisse du cheptel et le fait qu'on conserve le carbone dans les sols ? Ça dépend de quel élevage on parle. Le pari qui était fait dans la SNBC, c'est pour le coup, effectivement, il y a une réduction de l'élevage bovin qui était de l'ordre de 30%. Je ne pense pas que ça va bouger beaucoup dans la SNBC 3. En revanche, il y avait un changement dans le type d'élevage. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une majorité d'animaux qui vont être nourris au maïs, on passait justement davantage vers des systèmes herbagers. Ce qui n'a rien d'évident, puisque le pari qui est fait derrière ça, c'est aussi qu'il faut avoir la consommation qui va derrière. C'est-à-dire des gens qui vont manger moins de viande, mais de la viande plus qualitative, on va dire, de systèmes herbagers, etc. Et ce qu'on voit après ces quelques années là, d'inflation galopante, c'est plutôt que les gens ne diminuent pas leur consommation de viande, mais se reportent vers de la viande moins chère, etc. Donc l'idée de ce premium qualité qui permettrait d'aller vers des systèmes herbagés, donc on réduit certes, mais de maintenir quand même un maximum ces systèmes de prairies, il est mis à mal par ces éléments-là. Donc on va parler d'argent. Et donc la même question que sur les forêts, est-ce qu'aujourd'hui il y a des dispositifs existants ou des dispositifs en germe qui permettraient de rémunérer les agriculteurs pour le fait qu'ils augmentent ou qu'ils maintiennent du carbone dans le sol ? Alors il y a tout un tas de mécanismes qui existent au niveau européen déjà. Donc dans la PAC, on a des mécanismes qui sont pas rémunérateurs déjà, mais des mécanismes de conditionnalité, c'est-à-dire qu'il y a, pour accéder à certains financements de la PAC, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle les BCAE, c'est des normes, des conditionnalités. Il y en a une qui inclut effectivement un certain maintien des prairies, il y a le maintien des éléments topographiques, etc., qui inclut les haies. Il y a le fait d'avoir des couverts intermédiaires. Maintien de la prairie, c'est-à-dire que l'agriculteur qui a une prairie, on arrête de lui verser une aide s'il n'y a plus de prairie. Alors c'est s'il diminue de plus de 5% par rapport aux surfaces de 2018, et de toute manière c'est en train d'être flexibilisé suite aux demandes, etc. Mais
c'est des mesures, les conditionnalités, les CAE, c'est très peu exigeant globalement dans les critères, mais c'est pour dire c'est déjà, en fait, tout ça, c'est déjà un niveau de conditionnalité. Ensuite, il y a un niveau d'aide, vraiment, de financement. Donc, il va y avoir des MAEC, des mesures agro-environnementales, qui vont aussi aller dans ce sens-là. Certaines vers les systèmes herbagés, certaines pour la replantation de haies. Il y a des bonus haies, etc. Mais encore une fois, qui ne sont pas à la hauteur. On a aussi donc, ce règlement européen, l'ULUCF, qui inclut effectivement désormais aussi les espaces marins, qui donne pas un objectif sur les sols agricoles spécifiquement, mais globalement pour tous les puits terrestres et marins. Je vais commencer à rajouter marins maintenant. Et donc c'est un objectif qui est extrêmement ambitieux. On est à peu près donc de stockage annuel, on est à moins 270 millions. Enfin, on arrive à stocker annuellement 270 millions de tonnes supplémentaires dans le puits européen. Et on a mis comme objectif pour 2030 d'aller jusqu'à moins 310. Sauf qu'on a un puits, comme ça a été rappelé, qui, en particulier en forêt, est en train de baisser. Donc ça, c'est un objectif ambitieux, mais derrière lequel il n'y a pas forcément de politiques publiques qui vont bien et qui financent. Ce qui doit financer, c'est le CRCF, donc le cadre de certification européen qui a été mentionné, qui vise donc à avoir un cadre où on dit, OK, comment est-ce qu'on fait pour bien suivre une réduction, une absorption et être sûr qu'elle soit correctement faite, vérifier comment est-ce qu'on la dimensionne, etc. Et ça, c'est censé venir rémunérer, entre autres, les agriculteurs. Nous, ce système, on connaît plutôt bien parce qu'on a en France le label bas carbone qui fait déjà la même chose, même de manière plus large, parce que c'est pas uniquement sur les absorptions. On voit que c'est des systèmes qui sont quand même assez lourds à mettre en place, assez difficiles. Donc il y a vraiment une marche à monter pour passer à des systèmes qui passent, des systèmes plus massifs d'incitation. Et pour vous donner un ordre de prix, un ordre de grandeur des prix, par exemple, on sait aujourd'hui de projets label bas carbone en grande culture qui vont donc tourner autour de ces leviers, introduction de couverts intermédiaires, etc. On sait que réduire d'une tonne, enfin, c'est un mix réduire et séquestrer, là, pour le coup, ça coûte à peu près 100 € la tonne de CO2. Et le souci, c'est que là, on est sur des mécanismes qui ne sont pas réglementaires, qui ne sont pas peu financés par le public. Je crois qu'il y a l'EDEM. Une partie peut être financée par le public. Mais globalement, c'est des systèmes qui vont être financés dans des cadres de marché carbone volontaire privés. Et là, on a des prix à la tonne qui sont autour de 30 €. Vous voyez bien que de 30 à 70, à 100, on n'a pas du tout couvert le prix de la tonne. Donc il y a vraiment des dispositifs à mettre en place pour réellement inciter de manière beaucoup plus massive au maintien et au développement de ces stocks, c'est certain. Ouais. Le fait qu'aujourd'hui les sols français soient plutôt émetteurs, c'est quelque chose qui est également valable pour l'Europe dans son ensemble, au niveau des sols agricoles, où il y a des grandes disparités. Alors, il y a une situation qui est très notable, notamment, c'est le cas allemand, maintenant, qui est encore plus émetteur que nous. Parce que les Allemands, notamment, cultivent pas mal sur des sols qui étaient dans des tourbières. Donc, en fait, c'est des cultures sur des sols drainés. Et ça, tout de suite, ça fait... ça, c'est des émissions énormes. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi un enjeu tourbière autour du stockage carbone, dont on n'a pas parlé, qui est très important, mais qui est assez restreint sur l'Allemagne. Donc, dans le cadre du cadre de certification européen des absorptions, il y aura une méthode probablement autour des tourbières. Et c'est vraiment un sujet à part, mais pour le coup, qui a une géographie assez spécifique. Puisqu'on parle de l'Allemagne, du coup, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Une des choses que les Français savent peu, c'est qu'une des contributions des énergies renouvelables électriques significatives en Allemagne, c'est le biogaz, la méthanisation, pour laquelle, si mes informations sont exactes, ils ont dû mettre pas loin d'1 million d'hectares en culture pour du maïs fourrage. Et ça a un lien direct avec ce que vous venez d'évoquer, là, sur la mise en culture des tourbières, ou c'est deux sujets qui ne sont pas directement connectés? Alors, je ne saurais pas répondre là-dessus. En revanche, il y a un arbitrage qui est intéressant sur entre le stockage carbone et ce qu'on met en substitution énergie, puisqu'en France, par exemple, dans la SNBC, c'est une augmentation massive qui est prévue des cultures intermédiaires. Et là-dedans, on met une partie qu'on appelle notamment des CIPAN, donc des cultures pièges à nitrate, qui là, pour le coup, doivent retourner complètement au sol et sont là vraiment pour faire du stockage carbone. Mais il y a une autre partie, alors c'était la moitié sur la SNBC2, je ne sais pas ce que ça veut devenir sur la 3, mais qui sont destinés à être à vocation énergétique et donc largement aller dans les méthaniseurs. Et donc là, aujourd'hui, où on a du mal à faire ce bouclage biomasse, où est-ce qu'on l'envoie et ben, se pose la question, effectivement, qu'est-ce qu'on va laisser effectivement au sol vers du stockage carbone et qu'est-ce qu'on va choisir de mettre dans des méthaniseurs.
Et dernière petite question, est-ce que dans le stockage carbone par les sols, il y a des conflits d'objectifs avec la biodiversité? Parce que moi, je vois un domaine dans lequel c'est plutôt convergence, et si on garde les prairies, en général, c'est plutôt mieux que les grandes cultures pour la biodiversité. Mais est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels il y a des conflits d'objectifs évidents entre augmenter les puits et préserver la biodiversité pour les sols agricoles? Alors sur les sols agricoles, c'est plutôt convergent. Je regarde Sylvie Berlin. C'est bon, c'est plutôt convergent globalement. Il y a pas de. Après, on peut avoir des effets pervers, mais qui vont être liés pas forcément à la biodiversité, mais à d'autres gaz à effet de serre. C'est ce qui a été dit sur les couverts intermédiaires. Rajouter de la biomasse, produire davantage. Si c'est pour mettre de l'autre côté davantage d'engrais pour les fertiliser et donc avoir une augmentation d'émissions, là, ça marche pas. Donc sur biodiv, on est plutôt bien. Par revanche, il y a quand même le besoin d'adapter des systèmes économiques. Et ce qu'on disait sur les prairies, effectivement, ça veut dire avoir des systèmes herbagés, ça veut dire les avoir favorisés. Avoir des haies, planter des haies, ça veut dire, voilà, je sais plus, je crois que on calcule avec moins 12% de rendement, quelque chose comme ça. Ça veut dire avoir des systèmes mécaniques, économiques adaptés à ça. Entretenir des haies, ça a un coût. Même si, évidemment, ça va aussi avec des revenus complémentaires, hein, puisque le bois de ces haies va aussi aller au bois énergie. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est envisagé, quoi. Donc, si je résume, à court terme, le conflit il est plutôt entre le porte-monnaie et les puits. Okay. Merci. On va maintenant passer aux questions de la salle en gardant la même règle que tout à l'heure. Alors, j'ai vu une question tout à fait au dernier rang, là. Voilà. Et pour le moment, je ne vois que 4 bras masculins se lever. Donc, oui. Non, mais donc après, il m'en faudra une. Voilà. Donc, Héloïse, la première, c'était tout au fond, là, la première main qui s'était levée, là, au dernier rang. C'est bien. J'aime beaucoup les sacrifices pour poser des questions. Est-ce qu'il marche? Oui. D'abord, merci à Monsieur Jancovici pour ses vidéos YouTube. Et ma question... C'est un peu hors sujet, ça, non? N'hésitez pas à vous présenter au moment où vous posez la question de manière concise et à parler bien fort près du micro. Merci. Yes. Donc moi, c'est Willy Béatrice Drouet. Je travaille à la Caisse des dépôts en tant que data scientist. Ma question, ça sera sur l'artificialisation des sols et leur impact en fait sur le CO2 qu'on peut mettre dans les sols. Parce qu'en fait, on voit beaucoup des gens qui font des belles promesses sur l'artificialisation égale à zéro très rapidement. Et en fait, on peut se poser vraiment des questions importantes là-dessus quand on est dans des grands groupes. Donc voilà, question. Qui veut se lancer? Voilà. Alors, l'artificialisation, donc c'est un des principaux leviers pour justement arriver au puits souhaité en 2050 dans la SNBC. C'était à hauteur de 5 millions de tonnes de CO2 qu'on gagne par rapport à 2015 dans la SNBC 2. Nous, ce qu'on avait regardé, c'était les études. C'était un levier, c'est-à-dire le fait d'arrêter l'artificialisation? Oui. D'accord. Oui, c'est du stock, ouais. Et donc, on avait comparé avec ce qu'avait fait France Stratégie, CGDD et le scénario After 2050. Et pour le coup, mais comme pour toute la SNBC, tous les leviers de stockage sont très ambitieux. Ils sont toujours dans les fourchettes maximum des scénarios des études. Donc là, effectivement, ça demande d'arriver aux ZAN, au zéro artificialisation nette. Et ça passe par un niveau de densification accrue de l'urbain existant. Ça passe par... ça va pas être de la renaturalisation, ça va être principalement densifier l'existant et construire sur l'existant, etc. Mais en tout cas, les projections qui étaient faites dans la SNBC étaient dans les clous de ce qui était dans les études existantes à horizon 2020. Mais ça ne veut pas dire... Voilà, c'est quand même très exigeant politiquement. Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on artificialise les sols, la surface de l'océan? Oui, il y a un sujet marin là-dessus, notamment quand on va construire, agrandir des ports. Il y a tout ce qui est digues, etc. Mais avec toute la projection qu'on a aussi sur le développement de l'éolien offshore, on va artificialiser, enfin, on va mettre, etc.
Et il y a pourtant des solutions qui existent et que j'essaie de promouvoir, portées par des scientifiques qui sont toutes ces infrastructures maritimes à impact positif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'éco-design industriel et qui est valable aussi à terre, hein, mais dont j'entends jamais ou pas beaucoup parler. C'est qu'aujourd'hui, dans les structures artificialisées, on peut, si on conçoit, si on choisit les matériaux pour le marin, c'est vraiment pertinent. Et la géométrie des matériaux, on va favoriser l'effet récif, l'effet réserve. Et donc, pourquoi pas envisager même dans ces champs de développer de l'aquaculture. Ça, c'est un sujet moi, que j'essaie beaucoup de porter au niveau européen. Il semblerait qu'il y ait un projet qui commence à voir le jour aux Pays-Bas. Mais c'est un véritable enjeu qui est aussi un enjeu maritime. Merci. Alors, il y avait une question, deuxièmement, c'est ça? Oui, troisième. Il y avait une question là. Bonjour et merci beaucoup. Donc moi, je travaille chez Bloom. Donc j'aurais pu faire une question sur les océans, mais ce ne sera pas le cas. Vous nous indiquez, Madame Deleuze, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de déforestation et que les coupes se font typiquement voilà, dans le sud pour faire du soja. Je vois aujourd'hui ce qui se passe du côté de la 69 à Toulouse. C'est 300 hectares qui vont être réartificialisés et des centaines d'arbres qui vont être abattus. Voilà, donc moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une régulation? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes juridiques de régulation pour dire aujourd'hui, stop, tout ce qui constitue un puits potentiel de carbone doit être d'une certaine manière sanctuarisé? Oui, alors... Je ne connais pas le dossier en particulier, mais de manière générale, quand il y a une volonté comme ça d'artificialiser pour des questions politiques publiques, pour le coup, hein, il y a une obligation de compensation, en fait. Donc, les forêts qui vont être coupées, il va y avoir de la transformation de terrain ailleurs pour reconstituer la forêt. Enfin, ça, c'est... non. C'est dans le code forestier, en tout cas. Alors, de toute façon, enfin, c'est une vraie question au niveau changement comme ça d'usage des sols. Ça, je suis d'accord, mais c'est peut-être quand même des toutes petites surfaces par rapport à l'ensemble. Par rapport à la gestion en général, quand on coupe une forêt, en fait, c'est dans le renouvellement normal de la forêt pour rajeunir la forêt et la rendre plus productive. Pour le coup, là, Philippe Siey, il a fait un article récent dans Nature qui montre à quel point c'est les forêts les plus jeunes qui ont fait le puits principal de carbone ces dernières années. Donc, c'est quand même important d'avoir ça en tête. Parce qu'on dit toujours, les vieux arbres, ils vont capter plus de carbone. Alors c'est vrai que ce qui fait qu'un arbre capte du carbone, c'est sa photosynthèse. C'est ce phénomène photochimique qui utilise l'énergie du soleil, donc ça c'est quand même magnifique, qui récupère les molécules de CO2 et qui fixe, alors qui fait de l'oxygène au passage, et qui fixe ces molécules carbonées longues dans le bois. Ce système-là, effectivement, quand les arbres sont plus gros, en bonne santé, ils vont capter plus. Par contre, quand on regarde à l'échelle d'une surface, donc nous, forestiers, on raisonne à l'échelle d'un hectare, hein, à peu près d'un stade de foot. Mais enfin, peu importe, on le fait au mètre carré, c'est pareil. En fait, on met plus de petits arbres que de gros. Donc globalement, si on regarde des systèmes homogènes en âge, en général, on a le maximum de captation de pompes à carbone pour des résineux autour de 30-40 ans et pour des feuillus autour de 50-60 ans. Alors c'est pas forcément... Enfin, comment dire, c'est pas forcément quelque chose qu'on entend beaucoup, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je dis pas du tout qu'il faut couper à 30 ans des résineux et à 50 ans des feuillus, sûrement pas. On est plutôt autour de 250-200 ans pour du chêne, par exemple, où on est à 70-80 ans pour certains résineux. Donc, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein, parce qu'il faut qu'on arbitre entre stock et flux, mais il faut quand même comprendre que c'est important de rajeunir et d'avoir une forêt qui capte, qui continue à capter. Donc effectivement, ce que vous dites, on se dit, voilà, c'est choquant, il y a toute une surface qui va arrêter d'être un puits, ça va créer une dette carbone, ça va renforcer quelque part la pompe à carbone dans quelques années. Enfin, voilà, il faut regarder un peu l'ensemble. Bon, après, par contre, l'artificialisation même, ça revient à la question du début.
Alors, attendez, comme j'ai... Madame, vous aviez une question et je vous ai sauté. Alors, et on va privilégier les gens qui n'ont pas encore posé de questions. Désolé, donc là, je vois 2 mains qui sont levées, qui ne sont pas éligibles. Il y a une main au fond, là-bas, là, qui... Ouais. Oui, parce que j'ai les noms. Il y a une main au fond, là-bas. Et après, j'ai repéré la 3e femme qui posera une question. Étant avec la 2e, je sais déjà qui c'est. Alors... Il faut allumer le micro. Avec le... Test, c'est bon ? Ok. Bonjour. Juste, en France, on considère les forêts comme des puits, on va dire, humains de carbone. On a vu en 2022, c'était les chiffres qui étaient donnés tout à l'heure sur les incendies, ça a largué 7 millions de tonnes de CO2. Est-ce que, donc, je comprends que la captation qui vient de la photosynthèse sur le territoire français est considérée comme humaine, donc elle peut rentrer dans la captation humaine. Est-ce que quand il y a des incendies qui peuvent considérer des volumes importants de CO2, est-ce que c'est considéré aussi comme des émissions humaines, ou est-ce qu'on considère simplement ils apparaissent pas? En gros, est-ce qu'il y a une cohérence sur le périmètre forêt entre on compte pour nous quand ça nous arrange, mais on ne compte pas pour nous quand ça ne nous arrange pas. Voilà. Alors, l'organisme qui s'occupe de ces informations-là, d'émissions, c'est le CITEPA, qui fournit, qui calcule pour les ministères toutes ces émissions, et à la fois d'ailleurs pour le secteur des terres et pour les émissions aussi des industries et de tous les secteurs. Et ils prennent bien en compte les incendies. En revanche, c'est un point important pour moi, pour les incendies de forêt en particulier, c'est qu'en fait, ils considèrent l'émission immédiate. Donc il y a plein d'hypothèses derrière, peu importe, mais ils considèrent l'émission immédiate. Alors je ne pense pas que ça soit 7 millions, mais bon, je ne sais pas quel chiffre vous avez entendu, mais en tout cas, ils considèrent les émissions immédiates. Et dans les dernières années, on était autour de 0,5% du total des émissions. On a quand même un incroyable système de défense contre les incendies en France, il faut quand même le dire. C'est très remarquable par rapport à d'autres pays, en particulier dans le pourtour méditerranéen. Et là, en 2022, ça a un peu augmenté à 3-4%, mais on reste quand même dans des choses assez mesurées. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est côté forestier, parce que là, on a beaucoup travaillé là-dessus récemment à l'Office national des forêts, c'est que quand on a une forêt incendiée, ce n'était pas le cas quand on avait des incendies qui étaient uniquement dans le pourtour méditerranéen, parce qu'on a des systèmes en fait, qui sont plus lâches, il y a moins d'arbres. Souvent, on a un passage rapide du feu. Derrière, on a des chênes verts qui ont une bonne résistance. Et donc, en fait, on a un peuplement qui, derrière, est assez résilient et redémarre. Quand on a eu des incendies sur des systèmes beaucoup plus concentrés, en particulier dans le sud-ouest, mais on en a eu aussi en Bretagne, enfin c'est quand même dingue, en Bretagne, en Grand Est. Et là, ces forêts-là, elles ont été beaucoup plus impactées par les dégâts des incendies. Et en particulier, en fait, 1 an ou 2 après, on est quasiment obligé de finir de couper les derniers arbres qui restent, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à redémarrer, ou ils sont fragilisés, ils tombent à cause de coups de vent. Et en fait, c'est quelque part dans le calcul du puits de carbone, c'est considéré comme une perte totale du stock. C'est suivi comme ça par le CITEPA. Et donc, en fait, c'est imputé au fait que le puits baisse. Ça fait partie des événements qui vont faire baisser le puits. Par contre, ce n'est pas directement imputé aux incendies. Donc, voilà, la réponse, elle est un peu des deux côtés. Alors cette fois, c'est à vous. Après. Merci beaucoup. Isabelle Pion, je travaille au ministère de l'Agriculture et je vais rejoindre prochainement l'équipe de l'appui aux politiques publiques à l'INRAE. Et on parlait pas mal des conflits d'objectifs. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'eau, les réserves en eau douce. Parce que si on veut augmenter la biomasse pour faire du carbone, il faut de l'eau. Et est-ce qu'on a regardé dans les scénarios, avec les évolutions de sécheresse et les besoins de faire plus de biomasse, si on a assez d'eau pour le faire? Est-ce que les changements de pratiques, par exemple, avec peut-être des réductions de pratiques irriguées, vont compenser? Enfin, voilà. Je voulais savoir si ça aussi, ça avait été regardé dans les études globales, en plus du carbone. Merci. Alors, ça va être rapide. Non.
Et de manière générale, je peux étendre en disant on a vraiment du mal à prendre en compte tout ce qui est changement climatique dans ces projections depuis. Donc typiquement, moi, à ma connaissance, il n'y avait pas d'hypothèse sur de la restriction d'eau dans la manière dont on calculait la biomasse à venir sur les trajectoires 2050. Mais de la même manière que dans les études sur la forêt, on dimensionne des chocs, on choisit une fréquence de choc, etc. Mais en réalité, encore aujourd'hui, on en a un truc où on se dit, ok, là, il y a eu ces sécheresses, répétitions, ça nous fait un gros trou dans le puits, mais on va retrouver un niveau de mortalité raisonnable, etc. Mais on a beaucoup de mal encore aujourd'hui à modéliser les changements climatiques, la manière de... Pour la forêt, je veux bien compléter parce que, effectivement, là, dans l'étude dont on a parlé récemment, au départ, sur la partie forêt, c'est plutôt une méthodologie IGN, l'inventaire forestier national, qui, effectivement, projette une baisse de la production, une augmentation de la mortalité, une augmentation des crises. OK. Par contre, moi, je pense que ce qui est intéressant avec le système forestier, c'est un système de temps long. Donc, aujourd'hui, on avait un puits important parce qu'on avait une augmentation de la forêt au siècle dernier. Mais par contre, si on se projette demain, ce que nous disent les scientifiques, alors en particulier l'INRAE, c'est que globalement, les conditions de température et de sécheresse qu'on va connaître dans le nord de la France, c'est un peu celles qu'on observe déjà dans le sud de la France. Et alors, si on y va macro avec des gros sabots, si en 2100 on est à peu près à ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, en stock moyen de carbone en Méditerranée, là, on est à 35 tonnes de carbone à l'hectare. Dans le reste de la France, on a quand même des conditions pédoclimatiques assez diversifiées, aussi océaniques, continentales ou montagnardes, mais on est toujours autour de 80-90 tonnes de carbone à l'hectare. Et donc, les chercheurs, ils nous disent « Ah, il faudra que vous vous habituez à avoir des forêts moins hautes ». Donc ça, déjà, nous, on prend un peu dans la figure. Mais en fait, il faudra s'habituer aussi à avoir des forêts qui auront peut-être 2 fois, 3 fois moins de carbone. Et donc ça veut dire que là, on a parlé depuis ce matin de l'articulation qu'il y a entre stock et flux. Et quand on parle de carbone, c'est que cette question-là d'articulation entre stock et flux. Donc on est en permanence en train d'avoir un compromis de ne pas trop baisser le stock. On en a beaucoup parlé pour les sols, mais c'est vrai pour la forêt, c'est vrai pour tout. Et de garder la pompe. Donc moi j'ai peut-être plutôt parlé de garder la pompe, hein, mais cette articulation entre les deux, elle est en permanence dans le débat. Mais si on se projette un peu loin, il faut quand même qu'on ait ça en tête dans le paysage. Donc il y a peut-être un moment où il faut qu'on se dise « Ok, on sait qu'on va baisser, mais par contre, il faut qu'on accompagne cette transition pour garder une pompe. » Je voudrais juste compléter une question parce qu'il se trouve que moi, je vis dans une forêt. Et comme on a 70 hectares, dont 50 de forêt, on n'exploite rien du tout. Moi, ce que j'observe à propos de l'eau, et du coup, je complète la question de madame, c'est qu'avec toutes les tempêtes, on a beaucoup d'arbres qui tombent, et quand les arbres tombent, on s'aperçoit que les racines sont restées en surface, ne sont pas, ou alors il n'y a pas d'accroche, parce que le sol, en fait, est sec en profondeur. Donc je prolonge la question de madame, parce que est-ce qu'il n'y a pas une espèce de bombe à retardement avec des forêts qui sont beaucoup plus fragiles, parce qu'elles ne sont pas vraiment ancrées dans le sol? Alors, c'est plein de contextes très différents. Alors, c'est difficile de répondre pour le cas de votre forêt particulier, mais par contre... Nous, on l'observe, mais il y a une sécheresse qui est oui. là, Dans ce cas-là, ça date de plus longtemps, parce que si vous voyez les systèmes racinaires très en surface, c'est que c'est ancien. Pour le coup, c'est vrai que ça va dépendre peut-être des essences d'arbres. Par exemple, on a des choses très intéressantes sur le Mont Ventoux, avec le cas du cèdre. C'est vraiment super intéressant parce que c'est une essence qui a été capable d'aller récupérer de l'eau très 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 loin dans des failles, et ça lui permet de tenir, par exemple, dans des contextes très... voilà, donc... Mais par contre, ça dépend complètement des contextes. Il y a des contextes où les sols sont effectivement très difficiles. Et si on n'a pas... En fait, ils sont asséchés historiquement. Non, on a des sécheresses qui sont plus importantes. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a des sécheresses qui apparaissent plus tôt. Avant, on avait des sécheresses en juillet et août. Maintenant, on les a en juin jusqu'à septembre. Et on voit que les projections, c'est de nous dire qu'on va les avoir de mai à octobre. Et donc, la difficulté, c'est que les arbres, ils vont avoir un mal fou à tenir. C'est plutôt ça. Alors, dans toutes les mains qui se... Non, mais Dominique, tu as déjà passé ton tour de parole à la session précédente. Pauline, je te laisse prendre une question du fond. Oui, on va prendre une question du fond, allez.
Oui, on a deux questions, puis on ira tous déjeuner. Bonjour, Rachel Neuenschwander de la Banque Postale. Donc j'ai compris que 25% de la forêt est donc publique. Est-ce qu'on est dans les mêmes proportions publiques-privées sur les zones permettant le carbone bleu, donc mangroves, etc. Je ne sais pas en fait si les zones côtières ont une même répartition entre propriété privée et propriété publique. Et dans les deux cas, est-ce qu'on observe une qualité de la forêt ou de la capacité d'absorption meilleure sur la forêt publique qu'on pourrait imaginer gérer de façon plus durable? Concernant la mer, tout est public. Il n'y a qu'un domaine public maritime qui a éventuellement des concessions qui sont parfois le domaine public maritime est géré. Non, ce qu'on a créé, c'est des aires marines protégées. Peut-être que ça va, mais ça reste public. Et là où on crée ces aires marines protégées, c'est un vrai sujet en ce moment. D'ailleurs, on a un objectif, j'ai oublié de le dire, à l'échelle européenne. On a voté une loi sur la restauration de la nature avec des objectifs de restauration de 30% d'aires protégées, qu'elles soient terrestres ou marines, à l'horizon 2030. Et également de création de tourbières, 10%, ce qui a fait un peu réagir aussi les agriculteurs sur ce sujet. Non, l'intérêt des aires marines protégées, à mon sens, et puis je passerai la réponse, le micro pour la partie terrestre, c'est d'avoir une gestion collective, c'est-à-dire que ce sont tous les acteurs de la mer qui, ensemble, essaient de gérer cet espace. Et là où il y a de la concertation, c'est plus efficace. Il y a de belles réalisations, par exemple en Méditerranée, du côté de Port-Camargue. C'est même les pêcheurs eux-mêmes qui participent, qui ont décidé de préserver la posidonie parce qu'ils savent que les poissons, ça crée un effet réserve, etc. Non, mais c'est que public. Voilà. Enfin, moi, je vais bien répondre pour la partie forêt. Faut pas dire du tout ça, en fait, parce que vous avez une diversité. Même déjà en forêt publique, vous avez une diversité de choses. En revanche, globalement, ce qu'on peut quand même dire, je vous ai dit tout à l'heure que le puits, c'était l'héritage du siècle dernier. On a carrément... depuis 1850, c'était le minimum qu'on avait de niveau forêt. On a doublé la surface forestière. On est passé de 15 à 30% du territoire. Et on a triplé le volume sur pied. Et la forêt publique, ce qu'elle a de très différent par rapport à la forêt privée, c'est qu'elle est plus stable en surface. Donc on a moins augmenté en surface. Donc on a des forêts qui sont, on va dire, plus matures parce qu'elles ont plus de recul historique. Et donc globalement, on a 25% de la surface. On a 28% du stock parce qu'on a des forêts plus matures. Et on a 22% du flux du puits. Donc, c'est juste pour vous donner une ordre d'idée, mais c'est juste un reflet de la maturité. En revanche, non, il ne faut surtout pas dire un truc aussi simpliste que ça, parce que ça n'a pas de réalité. Et je me permets de compléter la partie marine, parce que, en fin de compte, la mer, c'est en 3 dimensions. Et c'est parce que c'est pas uniquement le rôle de l'État, mais notre rôle à tous de préserver cet espace. Moi, j'ai lancé il y a 5 ans, avec d'autres, avec l'Institut français de la mer et une océanographe, Françoise Gaille, un appel pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun de l'humanité. Et c'est vrai, c'est pour essayer d'amener et de mobiliser la responsabilité individuelle et collective, parce qu'il y a un moment, on dit c'est à l'État, c'est aux agriculteurs, c'est aux pêcheurs. Je crois que c'est à nous collectivement aussi. Jean-Marc, avant de finir... Oui, on a commencé avec 10 minutes de retard, donc on va encore prendre 2 questions. D'accord, alors une dernière question. Il y en avait une devant, là, depuis longtemps. Ok, et après on finira par Céline qui parlera au nom du Shift aussi. Non, c'était là. Super dry. Bonjour, je m'appelle Alvin Hopler, je suis doctorant au LSCE sous la direction de Philippe Sier. Et du coup, je me demandais une question par rapport à tout ce que fait l'ONF au niveau de la prospective de politique publique par rapport aux coupes rases. Parce qu'au final, là, c'est quelque chose qui touche un peu les sols et les forêts. Donc les coupes rases, ça a vraiment détruit les sols en termes de biodiversité et ça émet beaucoup, enfin comparé à différentes hautes techniques de management forestier. Et je me demandais comment l'ONF
prospecter ce genre de politique publique. Voilà. Merci. Alors, la question des coupes rases, qui fait effectivement les choux gras de la presse. Il y a eu une expertise récemment là, qui est sortie l'année dernière sur ce sujet-là, qui fait un point assez important là-dessus. Dans les pratiques, en fait, je pense qu'il faut quand même cadrer la définition de ce que c'est qu'une coupe rase. C'est vraiment une coupe complète et quelque part, en fait, ce qui est associé souvent, c'est la coupe qui est associée à une sylviculture un peu industrielle. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble. Et en fait, après aussi, pour repeupler la surface qui a été coupée, comment on régénère, et en particulier des plantations avec, par exemple, des labours en plein. Donc c'est le combo là, total qui est vraiment problématique. Alors nous, on a quelque part de la chance à l'ONF parce que dans notre département recherche, développement, innovation, on a 2 spécialistes du sol qui travaillent vraiment sur ce sujet-là depuis plusieurs années. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est en particulier le carbone du sol. On était quand même vraiment dans les premiers à bosser sur ce sujet-là. Et en particulier, comment on protège le carbone du sol. Parce qu'en fait, effectivement, on n'a pas de mesure pour en rajouter, c'est ce que disait Sylvain tout à l'heure, mais par contre, il faut qu'on fasse attention à ne pas en perdre. Et en particulier, pas en perdre, c'est faire une coupe quand on a déjà une végétation acquise. Donc on fait beaucoup de régénération régénération naturelle, c'est-à-dire qu'on a déjà des semis, donc dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Quand on fait des plantations, parce qu'on en fait aussi pour changer d'essence pour l'adaptation, on fait des travaux localisés. Donc là, on fait attention à ne pas perdre de carbone. On fait attention à garder aussi des éléments, des arbres dans le système pour garder une trame. Voilà. Donc là, on a un ensemble d'éléments qui permettent de faire des coupes sans faire de risque derrière de perte. Donc il ne faut pas forcément caricaturer en disant « Ah là, c'est ce système-là qui va faire la plantation machin, derrière avec un travail complet en plein et on va perdre 20% de carbone. » Si on le fait proprement, on ne perd pas de carbone. Donc ça, je pense qu'il faut quand même pas caricaturer. En revanche, il y a quand même un point important, c'est qu'à un moment, quand on a des forts dépérissements, il faut quand même se dire qu'on ne peut pas laisser comme ça. Il faut valoriser les bois autant qu'on peut pour garder un peu de carbone dans les produits forestiers. Et puis, il faut d'ailleurs préparer une forêt pour demain. Et il faut le faire de manière respectueuse. Et alors, pour le coup, ce n'est pas que les coupes. Enfin, là, vous parlez des coupes. On travaille beaucoup en forêt publique, mais les forestiers privés aussi en sont très conscients, sur l'ensemble des pratiques qui sont respectueuses des sols. Parce que nos sols, c'est le socle de la vitalité des forêts. Et c'est aussi sur les tassements, parce qu'on met des grosses machines. Et par exemple, après la tempête de 99, on s'est aperçu que c'était la catastrophe. Donc là, on a mis en place des tas de systèmes, en particulier pour obliger les machines à passer que dans des chemins qui sont pour eux, et où ils repassent tout le temps. Voilà, c'est des chemins qui sont un peu abîmés, mais par contre, ils ne vont jamais ailleurs. On fait attention aussi quand on récolte, parce que les systèmes forestiers, c'est des systèmes qui fonctionnent sur le flux et pas sur les stocks, contrairement à l'agriculture. Donc on fait attention à garder en particulier les menus bois et les feuilles pour le cycle biogéochimique. Enfin voilà, on a tout un ensemble de systèmes qui sont très importants pour garder nos sols. Et ça, voilà. Par contre, je pense qu'il ne faut pas cristalliser et dire ah bah là c'est l'ensemble. Je pense qu'il y a quand même une diversité. Donc parfois on voit un truc focus, une photo machin. Faut pas caricaturer trop. Oui, bonjour. Moi donc je n'étais pas des questions, mais juste une petite remarque pour présenter le projet agriculture du Shift qui a été lancé là pour un an et demi. Donc j'en ai la charge avec Corentin qui est à mes côtés. Et par ailleurs, je suis aussi agricultrice sur une ferme de grande culture. Donc j'essaye de stocker du carbone quand il y a de l'eau, effectivement. Et je voulais juste ajouter que ça nécessite de l'azote aussi, de stocker de la matière organique. Donc en fait, c'est qu'un compromis à trouver en fait en agriculture. Juste le projet agriculture rapidement. L'idée, c'est à partir d'un état des lieux, on va dire. Pardon, oui, des contraintes. Non. À partir de toutes les contraintes physiques qui conditionnent en fait les systèmes agricoles français aujourd'hui, alors métropolitains parce qu'on n'a pas le temps d'aller tout explorer, d'essayer d'imaginer des trajectoires de transformation de nos systèmes qui intègrent justement en fait tous ces défis qui sont assignés aujourd'hui au secteur agricole, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, avec la particularité qu'elles sont majoritairement non énergétiques. C'est essentiellement du méthane et du protoxyde d'azote,
pas forcément pilotable, maîtrisable, comme une consommation de carburant. S'adapter à l'évolution du contexte et du contexte pédoclimatique. On a beaucoup parlé de sol, mais c'est la base en fait d'une activité agricole, c'est d'être adapté à un terroir, à un climat. Et aujourd'hui, tout est bousculé à une vitesse qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est compliqué pour choisir des essences forestières à planter, mais on se pose aussi beaucoup de questions sur les cultures à mettre en place. Et il y a un effet météo annuel tellement variable qu'on ne sait plus si on doit semer très tôt, pas assez tôt, on attend. Enfin bref, ça devient vraiment compliqué. En plus, il faut stocker du carbone pour effectivement améliorer la résilience des systèmes, pour contribuer aussi à la réduction de l'impact climatique. Et puis, il faut produire de la biomasse pour tout le monde, parce que tout le monde veut de la biomasse agricole et forestière, et on n'est pas capable aujourd'hui d'imaginer combien on va être capable d'en produire en conditions énergétiques et climatiques restreintes. Voilà, donc ce sont des très gros challenges. Il n'y a pas de solution simple, ça sera que des compromis à trouver, des solutions hyper locales, même si la réflexion, les enjeux se dessinent à une échelle vraiment mondiale, avec des politiques qui se décident aussi à des niveaux nationaux et internationaux. Et juste pour finir, on fera cette transition que s'il reste des actifs agricoles. Et si on veut garder des actifs agricoles, il faut qu'ils gagnent leur vie. Et donc la question des prix et de l'économie des systèmes, elle est cruciale. Voilà. Donc on est là à vos dispositions pour tous ceux qui ont envie de venir échanger avec Corentin et moi. Merci. Et merci, mesdames. Merci.